Et bonjour à tous et bienvenue dans Haut de la montagne, le podcast où on parle de sport, d'économie et de business. Donc je m'appelle Gabriel, j'ai 33 ans, je fais 85 kilos, bientôt 84 kilos. Vous allez voir que ça va avoir toute son importance pour la suite. Donc je cours depuis environ 5 ans et j'ai créé Export Distrib il y a un peu plus de 2 ans. Donc chaque semaine dans ce podcast, on va parler de trois choses. On va parler de mon parcours en sport, en course à pied, ma progression. Ensuite, on va parler d'économie en faisant toujours un focus sur la France, sur l'économie française, sur l'industrie française, sur les projets en cours en France. Et ensuite, je vais vous partager mon aventure entrepreneuriale, mes réflexions des avancées de mon parcours d'entrepreneur. Donc voilà, merci d'être sur ce podcast. L'idée c'est d'en faire un par semaine. Donc on va essayer de tenir ce rythme le plus longtemps possible, sachant que en tant que fan de podcast, j'ai toujours entendu que pour être un vrai podcasteur, il fallait tenir 20 podcasts, 20 épisodes. Donc voilà, on attaque donc en première partie, on attaque avec le sport, la course à pied. Donc la course à pied, il faut savoir que comme je vous l'ai dit, je fais 85, bientôt 84 kilos. Alors pourquoi bientôt 84 kilos? Parce que je suis en plein régime de déficit calorique. Alors je vais vous donner quelques infos. Donc donc j'ai 33 ans, je mesure 1m83. Je suis complètement passionné par la course à pied, j'adore ça, j'en fais beaucoup avec mon entourage, avec mes amis. C'est vraiment un sport à la fois qui me permet de me détendre, de progresser, de passer du bon temps avec mes amis, de voyager. Enfin, j'adore ce sport. Au niveau de mes performances, je fais un peu toutes les distances. Je fais du 10 km, du trail, des marathons, même si en marathon je suis une catastrophe, j'en parlerai plus tard. Et en fait, ce qui s'est passé, donc on va dire que mon parcours, c'est que quand j'ai commencé la course à pied, je faisais plus de 90 kilos. Et j'ai fait un gros régime, je suis descendu à 83 kilos, donc ça c'était il y a plusieurs années. C'était un peu mon poids de forme, et en fait j'avais réussi à atteindre un objectif de passer sous les 40 minutes aux 10 km. Et là, cet été, alors je sais pas trop comment, mais en fait, si je sais comment, à force de faire des extras, de faire un petit peu l'apéro, de manger chez les copains, j'ai pris petit à petit quelques kilos, je suis monté jusqu'à 88 kilos, mesdames et messieurs, donc c'était devenu une catastrophe. Je suis redevenu gros en fait cet été. Et du coup, là, je suis en train d'essayer de redescendre, non plus vers les 83 kilos, mais vers les 78 kilos. Parce qu'en fait, 83 kilos, c'était mon poids optimal, on va dire, ou 82-83 kilos, c'était le poids auquel je courais. J'étais dans les meilleures conditions pour courir. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que sur 10 km, ça passe à 83 kg. Sur semi-marathon, c'est un petit peu compliqué. Mais alors sur marathon, mes amis, sur marathon, c'est l'enfer. En fait, au bout de 25 km, voilà, c'est en fait le moindre kilo en trop vous fait détériorer votre performance. Et en fait, je pense que depuis quelques années, je vis un peu dans le déni par rapport à ça. Je me dis, oh, 82-83 kilos, ça va, je suis pas en surpoids, mais en fait, pas pour courir. Et après, je veux pas qu'on pense que je suis obsédé par le poids, ou je veux pas qu'on pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait absolument en faire. Mais en fait, quand on fait beaucoup de courses à pied comme moi, ou comme mes amis, ou comme mon cousin, ou voilà, comme les gens qui sont passionnés de course à pied, c'est important d'avoir un poids qui est adapté. Le mien ne l'est plus. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un petit régime, et l'objectif de ce régime, c'est d'atteindre les 78 kg, donc je perds 1 kg par semaine, grâce à un déficit calorique. Voilà, déficit calorique, j'essaye de manger pas mal le midi, et le soir, je ne mange que une viande blanche ou un poisson et des légumes. Et écoutez, ça fonctionne, hein, c'est pas très agréable, c'est pas très fun, ça fonctionne. Alors, je fais un cheat meal par semaine, très important le cheat meal pour ne pas craquer mentalement. Et sinon pas d'alcool. Ça c'est ma nouvelle règle que je me suis fixée depuis depuis la deuxième partie de 2025. C'est que je ne bois pas d'alcool un mois avant les courses. Voilà, un mois avant les courses, zéro alcool, sachant que je fais quand même pas mal de courses. Donc là ma prochaine course c'est ce week-end, donc le week-end du 10. Donc c'est un trail de 24 km au Mont Ventoux avec 1500 mètres de dénivelé, donc c'est assez costaud quand même. Vu que je fais encore 84-85 kilos, je pense que ça va être un petit peu difficile, mais je me suis quand même assez bien préparé.
Et en parallèle de ce trail, je prépare une autre course qui sera en janvier, qui sera le 10 km de Nice, de la prom. Objectif, mesdames et messieurs, objectif, moins de 38 minutes. Voilà, sachant que mon record c'est 39,08, donc on en est loin. Après, je pense que l'année dernière, j'aurais pu faire ce temps de moins de 38 minutes. Mais parce que sur les fractionnés, sur les séances d'entraînement, l'allure de 3,45 passait assez bien. Mais en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une grosse séance 7 jours avant. Et cette séance, elle m'a épuisé. Et en fait, je suis arrivé trop fatigué le jour de la course et j'avais plus les jambes pour. Alors ça, c'est sur le papier. Peut-être que j'ai tout simplement pas le niveau et que je me fais des idées. Ça, nous le découvrirons ensemble en janvier. Alors, à savoir que, bon là, il faut que je continue ma perte de poids. À 84-85 kg, je les ferai pas, le sub 38, je le ferai pas. Mais si je descends sous les 80, ce que je suis en train de, enfin, ce que j'essaye d'accomplir en ce moment, eh bien, je pense que j'y arriverai. Donc voilà pour mon objectif sportif, pour mon prochain objectif sportif. Après Nice, il y a un autre 10 km qui est à Salon de Provence, 3 semaines après. Et ensuite, on part pour un marathon avec mon ami d'enfance Julien. On part faire un marathon à Belgrade. Et là, c'est pareil, je compte sur mon poids, sur mon nouveau poids pour réussir ce marathon parce qu'en fait, j'ai fait 3 marathons dans ma vie. Et les 3 marathons se sont très mal passés. Le premier marathon, enfin non, pas, enfin oui, c'est assez mal passé. Le premier marathon, c'est le marathon de Valence en décembre 2022. Et ce qui s'est passé, marathon de Valence, c'est que, on va dire 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois avant, je me suis fait. Ça faisait à peu près 1 an que je courais, 1 an et demi que je courais bien, que je faisais pas mal de fractionnés et tout. J'étais déjà passé sous les 40 au 10 km. Mais en fait, j'ai fait un essuie-glace qui est une blessure que les coureurs connaissent bien. En fait, c'est une tendinite du genou. Et du coup, cet essuie-glace a fait que ça m'a coupé ma prépa marathon. Donc, je me suis entraîné, j'ai vraiment pas bien entraîné. J'ai commencé à faire des grosses sorties 1 mois avant et je suis arrivé sous-entraîné au marathon. C'était mon premier marathon. Et en fait, c'est le meilleur marathon que j'ai jamais fait parce que je suis parti à une allure de, je sais plus, 4,55, un truc comme ça au kilomètre. Et en fait, j'y ai tenu, j'étais super bien jusqu'au 30 km, jusqu'au 30e kilomètre. Tout allait bien, je me rappelle, j'ai passé le semi, je me disais, ouais, c'est bon, il reste plus qu'un semi à cette allure, ça va être hyper facile. Et tu parles, en fait, je me rappellerai toute ma vie quand j'ai passé le 33e ou 34e kilomètre. Alors les Espagnols, ils ont le sens de l'humour. Il y avait un immense mur, et sur le mur, c'était écrit en gros la pared, ça veut dire le mur en espagnol. Et en fait, je sais pas, peut-être donc j'ai passé ce fameux mur que j'ai vu en riant intérieurement, en me disant, le mur c'est pour les autres, c'est une légende et tout. Et en fait, 300 ou 400 mètres après, c'est tombé d'un coup. Je me suis senti devenir tout blanc, envie de vomir, et les jambes qui ont figé d'un coup. Et 500 mètres après, je marchais, quoi. Donc, c'est arrivé d'un coup, vraiment foudroyé, quoi. Donc j'ai fini, donc j'ai calé au 34e, au 35e kilomètre, j'ai marché 3-4 km, après j'ai trottiné. Donc voilà, ça c'était mon meilleur marathon. Donc mon meilleur marathon sur mes 3 marathons. Le deuxième marathon, c'était le marathon de Séville. Que j'ai fait avec mon ami Julien, avec qui je fais tous mes marathons. Marathon de Séville, écoutez, c'est pas compliqué. Je suis parti. En fait, j'avais fait un 10 km 2 semaines avant. J'avais fait une prépa 10 km et 70 km par semaine, des allures spé. J'étais vraiment bien en forme. Je faisais 82 kilos à peu près. Tout allait bien. J'ai fait un bon 10 km que j'ai fait en 39 minutes. C'était 39,08, c'était mon record. Et donc, je me suis dit, 2 semaines de repos, marathon. Et par contre, j'ai omis un petit détail, c'est que j'ai pas du tout travaillé l'allure marathon. Résultat, écoutez, je suis arrivé à Séville, je me suis dit, 3,55 au 10 km, ça doit donner à peu près 4,30 au marathon. Je suis parti avec 4,30, voilà. J'ai explosé au 20e kilomètre et j'ai fini en trottinant. 21 km en trottinant, en me maudissant, en me détestant, en me haïssant. Voilà, et du coup j'ai fait, ça a été catastrophique. En plus c'était long, interminable, enfin voilà. Et ensuite mon troisième marathon, c'était l'année dernière. Là j'ai pris un coach, Fabio, qui m'avait super bien entraîné pour le 10 km de Nice, que j'ai raté.
Ensuite, il m'a réentraîné pour un semi-marathon qui était le semi-marathon de Cavaillon, que j'ai aussi, enfin, où j'ai fait un semi-marathon qui était vraiment pas bon. Je suis parti en fait sur une allure de 4,10, 4,15. J'ai passé le premier 10 km à 4,12 en moyenne et j'ai craqué au 17e ou au 18e. Et ensuite, j'ai fini à 4,30, 4,35. Ça m'a fait un semi-marathon à 4,19, ce qui est pas dégoûtant pour moi, mais je pense que je vais aller mieux. Et en fait, en y réfléchissant, bah, je faisais 86 kilos. Donc voilà, j'avais déjà commencé à regrossir. Et en fait, le marathon, c'était un mois plus tard. Et en fait, il aurait fallu peut-être pas prendre des kilos, mais perdre des kilos. Mais donc, je suis arrivé au marathon à 86 kilos. Donc, il s'est passé ce qui devait se passer, c'est-à-dire que je suis parti. Je m'étais entraîné sur une allure de 4,40, 4,45. Ça passait à peu près sur les séances d'entraînement, hein, quand on fait des 4 fois 4 km ou des 3 fois 5 km, ça passe. Mais le jour du marathon, en plus, il pleuvait et tout. Enfin, au bout de. Je suis parti à. Dès le début, j'ai senti que ça allait pas le faire. Donc, je suis passé de 4,40 à 4,50, 4,55, puis je suis passé très vite au-dessus des 5. Et au 25e kilomètre, j'ai explosé et j'ai fini en trottinant. Alors, c'est le seul marathon, par contre, au cours duquel je n'ai pas couru. Mais bon, ça m'a fait un marathon, je sais même, je peux même pas vous dire le temps tellement je suis malheureux. Je crois que c'est 3h45, un truc comme ça. Sachant que voilà, au semi-marathon, je fais autour des 1h30 et au 10 km, je suis autour des 39 minutes. Quand je suis à un poids correct qui est de 82 kg. Donc au marathon, je devrais normalement être capable de faire, je pense, sans trop viser les étoiles, je pense pouvoir faire 3h15. Donc c'est mon objectif, mais ces 3h15 seront conditionnés au fait que j'arrive à passer sous les 80 kg. Donc là, j'ai Julien, mon ami, qui me demandait quel temps tu comptes faire au 10 km et quel temps tu comptes faire au prochain marathon. Et je lui ai répondu, ça dépendra du tonnage, parce que tout va dépendre de mon poids. Donc aujourd'hui, la vraie variable, c'est mon poids, parce que mon entraînement, de toute façon, je m'entraîne bien. Je fais deux fractionnés par semaine. Je fais une VMA, une séance de VMA, donc de fractionnés très rapide, enfin oui, très rapide, on va dire c'est des petites distances, des 200 mètres, des 300 mètres, des 400 mètres, très rapidement. Donc très rapidement pour moi c'est 3,15, 3,20. Quand je suis très en forme 3,10, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à descendre sous les 3,10. Et après je fais des séances de seuil, donc des séances plus longues. Donc là on est sur du 3,40, 3,45, 3,50. Donc en ce moment, je suis plutôt autour des 3,50 sur les séances de seuil. Et mon objectif, c'est de descendre sous les 3,40 assez rapidement. Et en fait, je fais des 1000 mètres, des 1500 mètres, des 2000 mètres, etc. Donc voilà, sachant que j'habite dans le sud de la France et que dans le sud de la France, oui, il y a du soleil, oui, il y a du melon, oui, il y a du Ricard, même si je n'en bois pas un mois avant les courses, mais il y a surtout du Mistral. Et le Mistral, quand on fait de la course à pied, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer parce que comment on travaille des allures, je peux vous dire que c'est absolument impossible de tenir une allure quand il y a du Mistral. Et j'en ai subi les conséquences pas plus tard que lundi. Car j'ai fait un 4 fois 1500 mètres et donc l'objectif c'était de les faire donc sous les 3,50. Donc j'ai fait mon premier 1500 à peu près tous les 3,50, mais il y avait 33 km/h de Mistral, donc le premier 1500 mètres m'a épuisé, le deuxième je suis passé au-dessus des 4 et en moyenne j'étais à 4,07 sur mes 4 fois 1500. Alors pas de drame parce qu'en fait le problème c'est que le Mistral ça empire tellement la chose que 4,07 sur 1500 mètres quand on a beaucoup de Mistral, je pense que c'est l'équivalent d'à peu près 3,55. Mais bon, c'est très difficile de savoir. Donc voilà, je connais vraiment pas mon niveau de forme. Sur le papier, ça devrait à peu près passer, mais en fait, j'aimerais bien faire une séance de seuil sans Mistral, si Dieu veut, la semaine prochaine, qui me permettra de vraiment estimer mon niveau. Sachant que donc j'ai mon gros trail ce week-end, donc là ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai concentré tout, en fait pour pas perdre d'entraînement avec ma course, j'ai concentré tout mon entraînement, donc lundi, mardi, mercredi, donc lundi fractionné long, seuil, mardi footing et mercredi comme un Kenyan ou un Éthiopien, j'ai couru 2 fois, j'ai couru le midi. Donc le midi j'ai fait un fractionné rapide VMA et le soir je suis allé courir avec les copains de Terre de Running parce que j'ai un couple d'amis qui ont ouvert un magasin de sport en fait de course à pied, d'équipement de course à pied qui s'appelle Terre de Running à Salon de Provence.
Et comme c'est des bourrins, et comme c'est des malades, et comme c'est des super entrepreneurs, ils ont créé un événement où tous les mercredis, on va faire un footing ensemble. Il y a 3 distances, c'est hyper bien organisé. Alors, il y a un 5 km, un 7 km, un 10 km. Moi, je cours en général le 10 km très lentement. Et en fait, ça a vraiment bien marché leur événement. Hier soir, on était 90, donc 90 coureurs. Donc voilà, super approche marketing. Ils ont ouvert le magasin il y a un mois et ça cartonne. Ils ont créé une communauté de fous. Enfin, je suis très impressionné, je suis très fier d'eux. Donc vraiment bravo à eux. Voilà, et voilà, j'ai fait en fait hier 2 séances, donc la séance le midi, la séance le soir. Et le soir, la séance, bah ouais, ça m'a vraiment permis de faire une grosse journée. Et là, à partir de demain, donc là, aujourd'hui, on est jeudi. Et donc, jeudi, vendredi, samedi, pas de course à pied, repos. Et pour arriver complètement reposé dimanche à la course, donc départ à 9h30. C'est une course, un trail assez costaud pour moi en ce moment. Parce qu'il y a 24 km, mais il y a 1500 mètres de dénive, donc c'est quand même pas mal de dénive. Je vais le faire avec les bâtons. Je vais essayer de quand même d'envoyer, sans me tuer non plus. Et en fait, après le trail, ce que je ferai, c'est que je vais pas courir lundi, mardi. Mercredi, je referai un footing. Jeudi, je ferai un fractionné long. Vendredi footing, samedi fractionné rapide, VMA, et dimanche footing. Cette semaine, j'aurais fait en tout 60 km, et mon objectif à partir de la semaine prochaine, c'est de faire 65 km. Donc 65 km la semaine prochaine, certainement 65 km la semaine d'après, et ensuite on passe sur des semaines à 70 km jusqu'aux 10 km de Nice. Donc voilà les amis pour mon actualité course à pied de la semaine. C'est juste pour conclure, c'est vraiment pénible d'avoir des kilos en trop. On se sent, enfin franchement, je sais pas, en fait c'est terrible parce que j'avais plus de balance depuis, ma balance ne fonctionnait plus depuis quelques mois, donc je me pesais plus. Et en fait, se peser sur la balance et se rendre compte qu'on a pris des kilos, en fait, c'est vraiment bizarre comme sensation. Donc voilà, là, il faut vraiment les perdre rapidement. Mais bon, on est sur la bonne voie. Voilà pour la course à pied. Maintenant, on va parler donc au deuxième sujet du podcast, parce que vous savez qu'il y a 3 sujets. Le deuxième sujet, c'est la partie économie. Donc, dans ce podcast, on va beaucoup parler d'économie, parce que l'économie, c'est une de mes passions. Je suis beaucoup l'économie française, qui est vraiment au cœur de mon entreprise, qui est au cœur de mon entreprise. C'est-à-dire que mon entreprise est vraiment intégrée dans une logique patriote d'un point de vue économique, dans le sens où j'aide des marques françaises à se développer à l'export, notamment dans la grande distribution. En fait, je vais faire des rubriques économiques dans ce podcast où je vais parler vraiment je vais essayer de trouver des angles positifs pour aborder l'économie française, toujours en donnant un peu de contexte et en partageant un peu mes connaissances, parce que j'ai étudié l'économie, hein. J'ai fait plusieurs années à l'université en économie. J'ai toujours été très intéressé à l'économie. Par l'économie, c'est vraiment une de mes passions, même si je ne suis pas un économiste. Voilà, je vais toujours donner mon point de vue sur les lectures, au travers de lectures que j'ai pu, de choses que j'ai pu lire sur des actualités économiques. Donc cette semaine, ce dont on va parler, c'est pourquoi il ne faut pas quitter la France. Alors tout a commencé il y a quelques semaines. En fait, j'étais un beau dimanche sur mon ordinateur, sur LinkedIn, et j'ai vu un post qui m'a vraiment énervé. Alors c'est pas seulement ce post qui m'a énervé, ça faisait longtemps que j'entendais ce genre de choses. En fait, je vais vous lire le post. Je vais pas vous lire en entier, mais je vais vous lire le début du post. Donc c'est un post d'un monsieur qui est tout à fait respectable d'ailleurs, qui dit: je suis un dirigeant d'entreprise qui rend juste, entre guillemets, 75% à l'État. Partons du début. Je suis tout d'abord un collecteur de TVA, 20% pour l'État. Je vois déjà des réactions, mais la TVA, on ne la compte pas. Je suis seul et sans moi, il n'y a plus un seul euro créé, pas de bras, pas de TVA. Ensuite, j'ai 2 manières de me rémunérer. Un salaire, et là, c'est la moitié qui repart en charge patronale et salariale. 2, un dividende qui me verse mon entreprise. Par un chemin ou un autre, c'est 75% qui
repartent vers l'État. Alors là, les amis, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que je n'en peux plus d'entendre des gens, des entrepreneurs, dire qu'ils payent 75% d'impôts. C'est complètement faux, c'est un mensonge. Personne dans ce pays ne paye 75% d'impôts. Enfin, aucun entrepreneur ne paye 75% d'impôts. Alors, je ne vais pas vous faire le détail du calcul, c'est pas du tout l'idée. En gros, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la TVA, c'est pas les entrepreneurs qui payent la TVA, c'est leurs clients. Voilà, moi, dans mon cas, par exemple, je paye très peu de TVA parce que je vends beaucoup à l'export, à l'étranger, et je paye beaucoup mes fournisseurs en France. Du coup, voilà, je suis très bien placé pour voir que je paye pas beaucoup de TVA. Après, évidemment, un entrepreneur qui va vendre que du service, par exemple en B2C, et qui va avoir très peu de charges, il va avoir l'impression de payer de la TVA, mais c'est pas lui qui paye la TVA, c'est ses clients. Donc une fois qu'on a enlevé ce sujet de la TVA, oui, on paye des impôts, on paye 25% d'impôts sur les sociétés. Macron a beaucoup baissé les impôts, hein. Il s'est passé de 33% à 25%. Et ensuite, on paye la flat tax. Donc, on paye à peu près, grosso modo, un petit peu moins de 50% d'impôts, mais pas 75% d'impôts. Donc oui, les entrepreneurs payent beaucoup d'impôts, mais en fait, pourquoi ça m'énerve? C'est pas le poste de ce monsieur en particulier, c'est parce qu'on entend des grands noms, des grandes stars de l'entrepreneuriat, des gens qui font son jury qui veut être mon associé, qui sont des gens que je respecte et que j'admire éminemment pour le message entrepreneurial qu'ils apportent à la France. C'est des gens qui mettent en avant les petites boîtes, des gens qui s'arrachent pour créer de la richesse en France. Et d'un autre côté, ces gens-là tiennent le discours suivant: quittez la France, vous payez trop d'impôts, on paye trop d'impôts, ça sert à rien de travailler en France. Et en fait, tout ça vient se mélanger dans un espèce de capharnaüm qui est vraiment de plus en plus insupportable, parce qu'il faut vraiment remettre les choses en place. La France est un pays où, oui, on paye beaucoup d'impôts, mais déjà, le premier sujet, c'est que les impôts de la France par rapport aux autres pays de l'Union européenne sont pas non plus excessifs. Donc j'ai fait un petit comparatif. Donc déjà, la France, alors là je vais vous parler vraiment des impôts sur les sociétés, mais la France, c'est pas le pays d'Europe où on paye le plus d'impôts. Le pays d'Europe où les sociétés payent le plus d'impôts, c'est l'Irlande, voilà. Avec 57% d'impôts. Ensuite, vous avez le Portugal qui est devant la France. Ensuite, vous avez les Pays-Bas. Ensuite, vous avez l'Allemagne. Et ensuite, vous avez la France en 5e position avec 47,5%. Donc 25% d'IS, 30% de flat tax. Et ensuite, ça descend effectivement jusqu'à la Bulgarie où il y a 14,5%. Et en fait, la moyenne de ces 15 pays, c'est 39,23%. Et alors là, me direz-vous, bah oui, bah d'accord, ok, on est dans le top 5, mais il y a 50 000 pays derrière nous. Oui, mais en fait, ce qu'il faut, c'est remettre ça dans le contexte des prestations sociales. C'est-à-dire que, oui, on entend toute la journée que c'est une gabegie, que les prestations sociales, que l'argent est dépensé n'importe comment, que les politiciens s'en mettent plein les poches. Et alors, effectivement, c'est pas du tout aidé par le fait que il y a beaucoup d'abus de la part de tous les bords, notamment des politiciens, tous les partis politiques. Alors, entre le RN qui s'en est mis plein les fouilles, entre Sarkozy qui est en prison parce qu'il a comploté avec des terroristes pour détourner de l'argent, entre je ne sais plus quel député insoumis qui s'est permis d'acheter de la drogue alors qu'il avait un dealer, alors qu'il avait un mandat populaire, entre les élus de la mairie de Paris qui achètent des vêtements de luxe avec l'argent du contribuable quand les gens galèrent. Je comprends que ce discours que ça vienne alimenter le discours ambiant, mais c'est pas parce que il y a certaines personnes qui abusent et qui font n'importe quoi que tout le système est dysfonctionnel, d'accord? Je vais vous donner quelques chiffres pour appuyer ce que je viens de dire. Déjà, il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que la France, c'est très important ce que je vais dire par rapport à ça, la France a le taux de pauvreté, le 4e taux de pauvreté des plus de 65 ans de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en France, il y a 12% des plus de 65 ans qui sont sous le taux de pauvreté.
La moyenne européenne, elle est de 17%. De la zone euro aussi, elle est de 17%. La Finlande, la Suède, la Tchéquie, la Hongrie, la Roumanie, la Belgique ont des taux de pauvreté plus élevés, pour les plus de 65 ans, qui sont plus élevés qu'en France. D'accord ? Et ça, mesdames et messieurs, c'est grâce aussi au fait qu'on paye un petit peu plus d'impôts. Voilà, c'est très 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 important de le garder en tête. Tout l'argent qu'on nous prend en impôts nous permet d'avoir une société qui est plus équilibrée. Alors je sais qu'il y a des difficultés, qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de gens qui ont de plus en plus de mal à finir le mois et avoir un revenu correct qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Mais il faut aussi bien comprendre qu'on est dans une situation mondiale qui est très très tendue après le Covid, après l'inflation, après l'augmentation des déficits, et on paye un petit peu aussi le fait que les gouvernements nous aient beaucoup aidés pendant le Covid. Et en fait, tout l'argent qui a été dépensé pour nous aider pour nous aider les Français pendant le Covid, aujourd'hui on en paye un petit peu les conséquences. Donc évidemment, je suis pas en train de dire voilà, tout va bien, c'est la fête, c'est génial. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on paye un petit peu plus d'impôts. Enfin, en tout cas, les sociétés payent un petit peu plus d'impôts que nos voisins, que certains de nos voisins, même si on n'est pas non plus complètement déconnecté. Mais le retour de ça est que nos vieux sont moins pauvres que nos voisins également. Donc ça, faut le prendre en compte, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est très important, c'est un autre chiffre que je vais vous donner, c'est le reste à charge des ménages. Alors, ces deux chiffres, je les ai pris sur Elucide, qui est un média d'analyse économique que j'adore, dont je vous parlerai souvent ici, parce que c'est vraiment super le travail qu'ils font. En fait, ils ont fait une étude comparative du reste à charge des ménages dans les dépenses de santé. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, quand vous avez un problème de santé, je sais pas, vous cassez une jambe, vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous payez un montant, et ensuite, vous avez tout ce qui est couvert par la mutuelle. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le reste à charge. Et donc, vous devez payer votre mutuelle pour ça. Et en fait, le reste à charge en France est le plus bas de l'Union européenne. On est de 9%. Et ensuite, vous avez le Pays-Bas, l'Allemagne, enfin voilà, le Danemark. Et ensuite, ça augmente en fonction des pays. Donc voilà, il faut vraiment garder ça en tête, c'est que il y a deux manières de voir les choses en fait. Soit on se dit, on est une société, oui, on paye beaucoup d'impôts, mais on est une société solidaire, on permet à beaucoup de gens de vivre dans la dignité et de pas payer non plus des sommes complètement délirantes en reste à charge, en mutuelle. Soit on se dit, c'est chacun pour soi et on veut payer moins d'impôts que ses voisins. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire un petit peu par rapport à ça. Là, ça c'est pour la partie économique. Pour aujourd'hui, on va rester sur ça. Mon message, c'est juste que investissez en France, entreprenez en France. La France, c'est un pays exceptionnel pour entreprendre. Moi, je vais vous en parler. Je connais énormément d'entrepreneurs qui se régalent, qui ont des super succès, qui sont complètement passionnés par ce qu'ils font, qui ont des succès économiques, qui ont des succès entrepreneuriaux. Parce que la France, oui, c'est un pays où le loyer coûte cher, on va dire. Le loyer de vivre en France, d'entreprendre en France coûte cher, mais c'est aussi un pays où il y a beaucoup de demandes au niveau de la consommation. Les gens aiment bien les produits de qualité, les gens aiment bien les services de qualité, les gens ont un art de vivre, et les gens aiment dépenser de l'argent. Et du coup, il y a plein d'opportunités, il y a plein de choses à faire. Et puis après, il y a aussi le côté patriotique, c'est-à-dire que la France, c'est la France qui nous a donné une éducation, c'est la France qui nous a donné une histoire, une richesse culturelle. Et en fait, un des moyens par lequel on peut le rendre, c'est par l'entrepreneuriat. Et je pense que ça vaut bien le coup de payer un petit peu plus d'impôts. Voilà. Très bien. Maintenant, en parlant d'entrepreneuriat, on va parler du coup de mon parcours entrepreneurial. Je vais un petit peu me présenter, je vais un peu vous expliquer ma société, enfin ce que je fais comme activité, comment je fonctionne. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution de ma société depuis le début. Donc, ma société a un petit peu plus de 24 mois, d'avoir 26 mois. Je vais être complètement transparent. Ici, en fait, c'est aussi l'objectif de ce podcast. Je vais tout vous dire. Genre ce qui va bien, ce qui va pas, les difficultés que j'ai eues, les doutes j'ai eu les doutes les périodes de doute que j'ai pu traverser.
En fait, l'idée, c'est vraiment un peu de créer une sorte de build-in public, de vous montrer les étapes que j'ai traversées de A à Z. Donc, au niveau de mon parcours personnel, moi j'ai commencé, enfin, j'ai fait des études de commerce, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme VIE, donc à l'export, comme commercial en pharmacie pour une marque de parapharmacie. Ça a été une super expérience, j'étais 2 ans et demi en Angleterre. Et ensuite, je suis rentré en France et j'ai eu l'énorme chance d'être recruté par une très belle boîte de cosmétiques. J'ai travaillé comme commercial pour eux en Espagne, puis comme responsable grand compte pour des enseignes à l'export, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, au Portugal aussi. Et il y a en 2023, j'ai plus ou moins démissionné pour travailler dans une autre entreprise d'alimentaire, parce que j'avais déjà un projet entrepreneurial, mais je me disais, parce que je travaillais beaucoup en grande distribution, je travaillais avec les grosses enseignes de GMS à l'export et aussi un petit peu en France, et du coup j'avais envie j'avais en tête de faire un projet entrepreneurial, sachant que j'avais eu plusieurs idées de projets entrepreneuriaux, mais il n'y en a aucune qui... elles étaient plus mauvaises les unes que les autres, on va dire, donc il n'y en a aucune qui s'est concrétisée. Et c'est pour ça que donc en 2023, j'ai quitté la société de cosmétiques dans laquelle j'étais et je suis rentré dans une autre société d'alimentaire, mais ça s'est très mal passé. Je me suis plus ou moins fait virer au bout de 3 ou 4 mois. Le fait de me faire virer a fait que, merci la France, j'ai eu droit au chômage. Donc c'est aussi quelque chose dont je parle ouvertement. J'ai eu 18 mois de chômage. Ces 18 mois de chômage m'ont permis de monter ma société correctement, dans des bonnes conditions, et de faire petit à petit un carton. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, enfin c'est une des choses pour laquelle je suis très très reconnaissant à la France. Donc ça, j'aurais pu aussi en dire un mot dans le chapitre précédent. Donc en août 2023, je me suis plus ou moins fait dégager de cette entreprise où j'étais. En fait, en gros, ils m'ont dit qu'ils voulaient renouveler ma période d'essai de 4 mois. Mais en fait ils pouvaient pas vraiment, donc ils savaient pas trop et tout, donc j'ai dit bah écoutez, je me barre, c'est mieux. J'ai pas envie de vivre dans une ambiance de conflit. Alors pourquoi? C'est vrai qu'en fait faut savoir que dans toutes les sociétés où j'étais, ça s'était très très bien passé. Moi je suis quelqu'un de très discipliné comme salarié. J'avais toujours des bonnes relations avec mes managers et tout, et mes supérieurs, mais cette société là, ça s'est très mal passé très rapidement avec ma manager. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que peut-être que une des raisons, c'est que je connaissais pas assez bien l'alimentaire. C'était une société alimentaire et qu'elle attendait. Comme j'étais un profil quand même assez expérimenté sur la GMS, peut-être qu'elle pensait que j'étais aussi expérimenté sur l'alimentaire. Je sais vraiment. Enfin, j'ai toujours du mal aujourd'hui à comprendre exactement ce qui s'est passé. Pourtant, j'essaie de me remettre en question par rapport à ça. Je pense que le problème vient de moi, hein. Mais c'est difficile de savoir exactement quel est le problème. En tout cas, je sais maintenant que je suis un mauvais salarié. Donc, si vous écoutez ce podcast, ne m'embauchez pas. En septembre, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en août 2023, j'ai fait un autre entretien d'embauche avec une autre société, et en fait, ils m'ont pris. C'était une très belle société alimentaire aussi, ils m'ont pris, et donc j'avais le choix entre lancer ma boîte et aller dans cette société qui m'avait embauché. Et en fait, j'ai été très transparent avec le PDG de cette société. Je lui ai expliqué, je lui ai dit je sais pas monsieur, je sais pas, j'hésite à créer ma société. Il m'a dit il faut Gabriel, que vous soyez honnête avec moi, dites-moi la vérité. Si vous voulez venir, je vous prends, mais si vous ne voulez pas venir, ne prenez pas le poste, parce que ce serait dramatique pour nous si vous prenez le poste et au bout de 2 mois vous vous barrez. Et je le remercie de m'avoir dit ça, pour cette franchise. Et en fait, c'est à ce moment-là que vraiment j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis lancé. Donc j'ai créé Export Distrib. Enfin, à l'époque, c'était Belgique Export Distrib. Donc je me suis associé avec une personne que je connaissais depuis longtemps. Donc au début, ce qu'on a fait, donc l'objectif en fait était tout simplement de référencer des marques françaises qui ont un gros succès sur le marché français, alimentaire ou cosmétique, dans les centrales à l'export, en Belgique pour commencer. C'est pour ça que la société s'appelait Belgique Export Distrib.
Donc moi j'avais un très gros réseau dans la GMS en Belgique, je connaissais très bien les enseignes, je connaissais beaucoup d'acheteurs. Et du coup, j'ai commencé en allant voir les marques françaises. J'en ai appelé des dizaines et des dizaines. Je prenais rendez-vous avec eux, je me présentais, j'expliquais mon projet. Et je leur disais que il fallait qu'ils me payent des fees et qu'en échange donc des frais mensuels, et qu'en échange de ces frais mensuels, je ferais un travail de prospection et qu'ensuite, dès qu'ils seraient référencés et qu'il y aurait des commandes, je prendrais un pourcentage. Voilà, je me suis très rapidement pris des portes. Tout le monde m'a dit non, c'est hors de question que je te paye des fees. Ce sera à la commission. Voilà, très vite, je me suis dit les fees, ça va me bloquer parce que personne ne veut prendre de risques et les entreprises ne veulent travailler qu'au succès. Donc très vite, je me suis replié qu'à la commission. Ça a été ma première très 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 mauvaise décision, début d'une longue série de mauvaises décisions. Parce que en fait, donc j'ai commencé en septembre 2023 et j'ai fait mon premier euro de chiffre d'affaires, spoiler, en mai 2024. Donc voilà, 8 mois d'entrepreneuriat sans 1 euro de chiffre d'affaires. Donc ça a été extrêmement difficile les premiers mois parce que en fait, je venais de quitter un emploi quand même. Voilà, c'est pas vraiment quitté, mais de renoncer à un nouvel emploi très confortable, très bien payé. J'avais quitté mon autre boîte dans laquelle ça se passait aussi très bien, où j'étais très bien payé pour lancer ce projet. Et en fait, ça marchait pas. C'est-à-dire que je signais des contrats avec les marques. Donc des contrats d'agent commercial, je prospectais les enseignes, mais ça passait pas, parce que ce que j'avais énormément sous-estimé, c'était la difficulté de rentrer dans les enseignes en Belgique. Alors pourquoi j'avais sous-estimé? Pas seulement parce que je suis un idiot, même si ça fait partie de l'équation. C'est parce qu'en fait, quand j'avais travaillé dans cette belle entreprise de cosmétiques dans laquelle je suis resté pendant plusieurs années, j'ai référencé la marque dans beaucoup d'enseignes. C'est-à-dire que j'ai énormément développé le chiffre en Belgique. Je suis rentré dans des très très grosses enseignes, notamment les 2 plus grosses enseignes de Belgique, qui sont Deleuze et Colruyt. J'ai aussi rentré la marque dans la 2e enseigne de Suisse. Donc voilà, j'avais fait des gros cartons, donc je m'étais dit si j'avais réussi à le faire pour cette marque, je pourrais tout à fait le faire à mon compte pour d'autres marques. Mais il s'est avéré que ça a été beaucoup plus compliqué que ça. En fait, les enseignes étaient très récalcitrantes. Alors pourquoi? Parce que on était fin 2023, on était en pleine crise de l'inflation. C'est-à-dire que là, on était 2 ans après le Covid. On se prenait vraiment la vague inflationniste, notamment du fait de l'augmentation du prix des matières premières et du gaz russe. Et grosse vague d'inflation. Et donc les enseignes en Belgique ont en fait réduisé les marques nationales, parce qu'en grande distribution, vous avez les marques nationales et les marques de distributeurs. Et elles réduisaient leur part de marque nationale et pour faire leur propre marque. Donc c'était le pire moment économiquement. Alors je ne savais pas parce que j'étais en plein dedans, même si je l'ai appris très rapidement. Et c'était le pire moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai persévéré, mais je me rappelle quand je suis arrivé à Noël, il faisait froid. Mon compte en banque, mes économies fondaient comme neige au soleil. J'avais 2 appartements, enfin j'ai toujours 2 appartements, mais donc j'avais les crédits qui tombaient. Voilà, j'avais mes factures à payer. Enfin, je vous raconte pas l'angoisse. C'était assez catastrophique. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai persévéré, parce que si j'ai pas de très grandes qualités d'entrepreneur. Il y a une qualité que j'ai et que je remercie le ciel de m'avoir donné, c'est la persévérance. Je suis quelqu'un de très persévérant. Quand j'ai une idée en tête, ça c'est depuis que je suis tout petit, je m'accroche à cette idée jusqu'à ce que j'arrive à avoir ce que je veux. Et en fait, j'ai persévéré. Et ce que je faisais, c'est que j'appelais les enseignes, j'appelais les acheteurs, je leur demandais s'ils voulaient pas des marques. Donc j'ai commencé à faire ça, et ça, grâce à la répétition, ça a fonctionné. Donc j'ai un premier acheteur qui m'a dit oui, il me faut ça, il me faut cette marque. Il me faut une marque de produits pour hommes, de produits pour cosmétiques pour hommes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu, je suis allé chez Monoprix. J'ai regardé toutes les marques chez Monoprix et j'ai découvert cette magnifique pépite qui est Big Moustache chez Monoprix. J'ai fait waouh, c'est magnifique. Ils sont chez Monoprix, en plus c'est la classe, parce que chez Monoprix, c'est quand même, dans le monde de la cosmétique, c'est quand même assez prestigieux, surtout que ça faisait des années qu'ils y étaient. Et j'ai réussi à avoir le contact des contacts de Big Moustache. Je les ai appelés, ils étaient d'accord. Donc l'enseigne dit
En Belgique, 120 magasins de cosmétiques qui voulaient une marque. Big Moustache qui était OK. Tout s'est harmonisé. On a fait la négo avec Big Moustache. Ils ont accepté. Donc vraiment un grand merci à Adi et un grand merci à Big Moustache parce que c'est vous les premiers qui m'avez permis de démarrer mon business. Donc premier référencement. Je vous passe, il y a eu énormément de référencements en cours, mais qui ont été ratés, parce que ça, c'est les joies des grands comptes et de la grande distribution, hein. C'est que vous avez un dossier sur 10 qui aboutit, et des fois, vous arrivez à la 9e étape sur 10, et ça n'aboutit pas pour X ou Y raison, ça, c'est notre quotidien. Donc, j'ai eu beaucoup de référencements en cours qui n'ont pas donné lieu. Et donc, finalement, on a eu ce premier référencement et en fait c'est là que tout a commencé à aller mieux parce que comme on a eu un premier référencement, on a pu communiquer dessus, on a pu dire on a rentré telle marque dans telle enseigne et du coup comme on a pu communiquer dessus, on avait beaucoup plus de crédibilité en allant voir les autres fournisseurs et comme on avait plus de crédibilité en allant voir les autres fournisseurs, on a pu leur faire payer des fees. Donc on a commencé à avoir les premières fees même si elles étaient très basses. Les premières elles devaient être de l'ordre de 500 ou 600 euros par mois. Aujourd'hui on est autour des 2000 euros par mois et en fait on avait fait des fees et des commissions qui ont fait que petit à petit on a fait du chiffre d'affaires, de trésorerie et voilà, on a pu commencer comme ça. Donc ça c'était là je passe, ça c'est la période de septembre 2023 à avril-mai 2024. Je passe un peu vite parce que honnêtement ça a été que de la souffrance, de la misère et de l'angoisse. Mais voilà, après on a eu nos premiers résultats. Petit à petit il y a des marques qui nous ont contactés. Et ensuite l'été 2024 est passé. Et là, on a commencé à vraiment prospecter très intensément les fournisseurs, donc énormément de fournisseurs, et aussi les enseignes. Donc on appelait tous les acheteurs pour leur demander est-ce qu'il vous faut quelque chose, est-ce qu'il vous faut quelque chose, est-ce qu'il vous faut quelque chose, est-ce que vous avez besoin de quelque chose. Et bon, petit à petit, on a des acheteurs qui nous ont fait confiance. Alors certains acheteurs avec lesquels on travaille super bien aujourd'hui, qui nous ont fait petit à petit, dès qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils nous appelaient, quoi. Aujourd'hui, on a 4 ou 5 enseignes, des grosses enseignes en Belgique, au Luxembourg, sur certaines catégories. Quand ils ont besoin d'un produit, ils nous appellent nous et ils savent qu'on va chercher le fournisseur, qu'on va faire tout le travail de contractualisation, de négociation, qu'on connaît exactement les critères des enseignes. Et du coup, ça leur évite de faire tout ce travail de recherche. Ça leur prémâche le travail, donc c'est très bien pour eux et puis c'est très bien aussi pour les fournisseurs parce que ça leur permet d'avoir accès à des belles enseignes. Donc à l'été 2024 ça a commencé à augmenter petit à petit. À fin 2024 on avait peut-être 5 ou 6 fournisseurs donc ils nous payaient des fees d'environ 1000 euros par mois. Et en plus de ça, on commençait à avoir pas mal de commissions, donc c'était à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. On devait faire entre 5 et 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Voilà. On a pu commencer à se payer aussi. Moi, j'ai pu arrêter d'avoir le chômage, mon associé a pu commencer à se payer. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vite rendu compte que la cosmétique ça représentait une bonne partie de notre chiffre d'affaires, peut-être 70% de notre chiffre d'affaires, donc on a décidé d'arrêter l'alimentaire et donc ça a été notre gros virage fin 2024, début 2025. On s'est mis à faire que de la cosmétique. Donc ce qu'on a fait c'est que on a automatisé notre prospection auprès des fournisseurs en visant des fournisseurs de cosmétiques et petit à petit on a pris un positionnement cosmétique. Donc aujourd'hui, alors pourquoi la cosmétique? Donc pour 3 raisons. La première c'est que l'alimentaire représentait une petite part de notre chiffre d'affaires. La deuxième raison, c'est parce qu'on était bien meilleur en cosmétique qu'en alimentaire, on avait beaucoup plus de résultats. Et la troisième raison, qui n'est pas des moindres, c'est que la cosmétique, en fait, il y a beaucoup plus d'enseignes qui sont aptes à vendre de la cosmétique que de l'alimentaire. C'est-à-dire que l'alimentaire, vous avez en gros les supermarchés. Après vous avez toute la partie RF, chef restauration, mais ça c'est encore un autre métier. En vente vraiment B2B, on va dire, c'était principalement les supermarchés. Et alors qu'en cosmétique vous avez les drugstores, vous avez les pharmacies, vous avez les magasins, tout ce qui est department store. Enfin, vous avez plusieurs types de magasins. Vous avez les magasins bio.
Donc voilà, on s'est spécialisé en cosmétiques, Belgique, Luxembourg, Suisse, et on s'est ouvert à d'autres pays, à des nouveaux pays, notamment parce qu'on a un de nos clients, Marilou Bio, qui est une super marque avec laquelle on a commencé à travailler début janvier 2025. Et en fait, Marilou Bio Benjamin, qui est vraiment un type super, qui nous a fait confiance, nous a demandé de développer d'autres pays, notamment l'Espagne, parce qu'il s'avère que je parle espagnol, donc il m'a demandé si je pouvais prospecter des enseignes en Espagne. On a accepté de le faire, donc on a commencé à ouvrir l'Espagne, et on a eu notre premier référencement en Espagne cet été. Et donc on a également attaqué 4 nouveaux pays en plus de l'Espagne, qui sont des pays nordiques, donc Finlande, Norvège, Suède, Danemark. Et du coup aujourd'hui on travaille sur ces 8 pays. Donc là on a nos premiers référencements en cours sur les pays nordiques, et plus des marques qui tournent actuellement sur les autres pays. Donc là on est présent sur 8 pays. En parallèle on a une enseigne avec laquelle on travaille, qui est notre principal client, qui nous a demandé, en fait on avait plusieurs marques chez eux et c'était un petit peu compliqué logistiquement, donc ils nous ont demandé si on pouvait les livrer directement. On a accepté, donc on a pris un entrepôt, et aujourd'hui donc on passe directement les commandes sur notre entrepôt, et en fait on centralise des commandes, on envoie une commande par mois à cette enseigne. Voilà, et donc ça représente quasiment 30% de notre chiffre d'affaires, quoi. Donc si je récapitule ça en chiffres, en 2023 on a fait 0 € de chiffre d'affaires. En 2024, on a fait 40 000 € de chiffre d'affaires. Et là, en 2025, on est atterrissage à fin 2025 à 249 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est quand même assez hallucinant. Sachant que il faut bien garder en tête que c'est pas parce qu'au début il se passe rien, que vous galérez, que vous êtes angoissé, que ça va pas prendre plus tard. Alors ça je le savais, heureusement je le savais, parce que j'avais écouté tous les podcasts possibles et imaginables, tous les entrepreneurs disaient la même chose. Mais si un jour vous entreprenez, vraiment la variable d'ajustement j'ai l'impression, entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la patience et la persévérance, parce que moi pour le coup ça a vraiment payé. Après faut vraiment c'est quelque chose, c'est très très difficile, ça a été très difficile, parce que en fait ce qui est extrêmement difficile, c'est que vous travaillez pour quelque chose, et vous savez pas si vous avez un business au début, quoi. Donc vous travaillez, vous savez pas si c'est dans le vent, s'il va se passer quelque chose, ou si vous êtes en train de faire de l'air avec vos bras. Et ça, je peux vous promettre, surtout quand vous venez du salariat, que c'est très très difficile, parce que on se dit va peut-être faire ça pendant un an et demi. Ensuite, non seulement je sais pas si je pourrais retrouver une situation de salarié, parce que après avoir brassé du vent pendant un an et demi ou pendant 2 ans, quel patron va vouloir me reprendre? Mais en parallèle de ça, vous avez une énorme pression financière, faut payer vos factures. Donc ça c'est vraiment le plus difficile. Mais en fait depuis le début il y avait quand même des signes qui montraient que ça allait marcher. On avait des discussions avec des acheteurs, on avait des référencements en cours, on avait des demandes d'acheteurs. Donc il y avait quand même pas mal de signes positifs. Voilà pour l'évolution de notre de l'entreprise Export Distrib. Donc dans ce podcast, je vous en parlerai chaque semaine. Je vous dirai un petit peu, à chaque fois j'aborderai un thème différent sur mon aventure entrepreneuriale, qui est vraiment une des plus belles choses de ma vie, que j'ai fait dans ma vie. C'est quelque chose dont je suis en fait ce qui est extraordinaire, c'est que c'est très difficile, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mentale. Mais j'ai créé le métier dont je rêvais, quoi. Donc aujourd'hui, je fais vraiment le métier dont je rêve. Je me verrais absolument faire autre chose. Il n'y a rien d'autre que je me verrais faire aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau de la vie que je souhaite à tout le monde. Voilà, donc écoutez, merci de m'avoir écouté, merci pour votre temps à écouter ce podcast. Alors vous voyez, je suis pas encore au top au niveau élocution, au niveau manière de parler, manière d'enchaîner, mais sachez que petit à petit je vais progresser, je vais m'améliorer, je ferai un petit peu mieux mes plans là, rien qu'en faisant cet épisode. J'ai pas mal d'idées qui me sont venues, donc faites comme moi, persévérez, ce sera toujours pareil, il y aura toujours une partie sport, une partie économie, une partie entrepreneuriat. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre une petite note sur Spotify.
Et si vous voulez échanger, si vous voulez parler avec moi, je suis disponible sur LinkedIn, donc c'est Gabriel Cohen, donc je suis vraiment à votre disposition. N'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine, donc dimanche soir pour l'épisode 2. Bonne soirée, au revoir.